Bonjour et bienvenue dans The Ring, notre nouvelle émission de débat sur Euronews. Chaque semaine, nous réunissons deux personnalités de la scène politique européenne pour confronter leurs idées et croiser leurs perspectives. Cette semaine, nous sommes sur les Champs-Élysées à Paris pour une édition spéciale sur la crise politique et sociale qui agite la France et inquiète profondément l'Europe. Voici un aperçu. Depuis la dissolution de l'Assemblée nationale en juin 2024, l'Europe assiste impuissante au spectacle d'une France au bord de l'implosion, paralysée par une crise politique. Mais la France est un cas particulier. Elle n'a historiquement pas la culture du compromis. Les Français assistent à une valse de Premier ministre, de ministres et de motions de censure, alors que le budget pour 2026 n'est toujours pas prêt et que la dette publique française n'a de cesse de grimper, aggravée par des dépenses sociales en particulier. Alors comment la France va-t-elle sortir de cette crise ? Est-ce la fin d'un modèle social envié partout en Europe ? La France est-elle en train de perdre toute crédibilité hors de ses frontières ? Alors en effet, vu de Bruxelles, c'est bien la question de la crédibilité de la France qui est en jeu. Et pour y répondre, nous accueillons cette semaine sur The Ring deux invités. Je vous propose, avant de les accueillir, de faire un peu mieux connaissance avec eux. Yann Brossat, sénateur et conseiller de Paris, il est porte-parole du Parti communiste français et a lancé sa campagne pour les élections municipales de 2026. Fervent défenseur du logement abordable, de la justice sociale et du droit du travail, il estime que le gouvernement est déconnecté de la réalité. On ne peut pas gouverner un pays contre lui-même, a-t-il dit récemment. Prisca Thévenot, ancienne porte-parole du gouvernement et secrétaire d'État à la jeunesse, aujourd'hui députée du Parti centriste Ensemble pour la République dans les Hauts-de-Seine. Connue pour son engagement en faveur de la santé des femmes et de la citoyenneté, elle a milité pour que le service national universel devienne un passage républicain pour les jeunes. Cette crise, a-t-elle dit récemment, est le symptôme d'un modèle dépassé qu'il faut refonder collectivement. Alors Yann Brossat, Prisca Thévenot, bienvenue à tous les deux. Alors la première question, ce que la France vit aujourd'hui, c'est avant tout une crise économique ou une crise politique, Prisca Thévenot ? C'est un complexe sujet, effectivement. Nous avons un temps politique extrêmement dense, extrêmement compliqué, qui peut amener à une crise économique, effectivement. Yann Brossat ? Je pense qu'il y a une crise politique d'abord, un non-respect du suffrage universel. Il y a eu des élections législatives il y a un peu plus d'un an. Le président de la République a à ce moment-là décidé de dissoudre. Les Français ont dit qu'ils voulaient changer de politique et de fait, on a une espèce de coup de force qui fait que la même politique continue. Et c'est, je pense, ce qui crée une crise démocratique, institutionnelle dans notre pays. Je crois que nous y sommes. Coup de force, vous êtes d'accord, Prisca Thévenot ? Non, je pense que quand on est français et fier de notre pays, on peut dire que la démocratie, effectivement, vit des heures extrêmement compliquées, complexes, parfois douloureuses dans le débat, mais on ne peut pas dire qu'il y a un coup de force démocratique, surtout pas en France, quand on regarde ce qui se passe ailleurs en Europe. Je pense que plus que jamais, si on veut défendre l'état de droit, il faut aussi être en capacité de reconnaître que la France est une belle et grande démocratie. Ensuite, quand on parle de coup de force éventuel démocratique de la part du président de la République, je suis désolée. Effectivement, nous avons vécu il y a un an une dissolution qui a amené une nouvelle diversité politique à l'Assemblée nationale. Mais si aujourd'hui, la gauche française n'a pas réussi à placer un des leurs à Matignon, ce n'est pas de la faute du président de la République, c'est la faute de la gauche elle-même qui n'a pas su s'entendre en son sein. Alors la faute de la gauche elle-même, j'imagine, Yann Brossat, que ça ne vous plaît pas forcément ce genre de phrase. D'abord, vous savez, les résultats aux dernières élections législatives font foi. Il y a eu effectivement ces élections parce que le président de la République a décidé de redonner la parole au peuple. Le peuple a parlé et de fait, il a placé, contre toute attente d'ailleurs, le nouveau Front populaire, c'est-à-dire une coalition de gauche, en tête des élections législatives. Et pour ce qui concerne le camp du président de la République, ce qu'en France on appelle les macronistes, c'est pas un très joli terme, mais enfin c'est comme ça qu'on les appelle, ils sont arrivés troisième. Et nous nous retrouvons dans une situation, pour le moins paradoxale quand même, où ceux qui ont été battus aux élections législatives continuent à diriger ce pays. Et ça, inévitablement, ça crée une forme de distorsion entre le résultat des élections, le suffrage universel, et la politique qui est menée aujourd'hui. Puisque de fait, c'est la même politique qui continue. C'est vrai qu'il y a eu 3 premiers ministres différents depuis un an, alors même que les Français ne voulaient plus de ça. Ils ne voulaient plus de cette politique de l'offre. Les Français, quand on les interroge dans les sondages, ils disent qu'ils sont de plus en plus déconnectés de la politique aujourd'hui et qu'ils voient justement cette politique comme un combat de coq où il n'y a aucune véritable lisibilité. Oui, mais les combats de coq, et je suis désolée Yann Brossat, il faut regarder ce qui se passe à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Ce que vous décrivez, c'était il y a un an, au moment effectivement de la dissolution et des élections législatives partielles. Mais depuis,
bien l'Assemblée nationale s'est réveillée avec une diversité politique extrêmement forte, avec aussi des mouvements de tectonique de plaques entre les familles politiques elles-mêmes. Vous parlez du NFP, le nouveau Front populaire, cette coalition de gauche qui a voulu se présenter aux élections législatives partielles. Pardon, mais elle n'existe plus. Cette coalition n'existe plus à l'Assemblée nationale. Moi, je pense que ce qui ressort des urnes et ce qui est aujourd'hui le fait de la diversité politique à l'Assemblée nationale est la volonté stricto sensus du choix du peuple français. Et ça, nous devons le respecter. Mais nous, maintenant, à nous de faire en sorte que le débat politique amène pas simplement à des querelles d'ego sans fin, mais bien à du compromis sur le fond. On ne sera pas d'accord sur tout. Ça, c'est essentiel et c'est inévitable. Justement, mais vous parlez de compromis. Et c'est intéressant parce qu'en Europe, il y a des compromis. Pourquoi est-ce que le consensus est totalement impossible en France, Yann Brossat ? Bon, je ne dirais pas les choses en ces termes. Il arrive parfois qu'on arrive à dégager un certain nombre de consensus. Simplement, je pense que nous avons du côté du gouvernement, du côté de ceux qui ont perdu les dernières élections législatives, du côté du président de la République, une forme d'intransigeance, d'obsession à vouloir mener coûte que coûte la même politique. Je prendrai un exemple extrêmement simple. Vous avez une grande majorité de Français, 75-80% de Français, qui étaient, il le disait par les sondages, favorables à la taxe Zuckman. C'était d'ailleurs dans le programme du nouveau Front populaire. Et il y a eu une espèce de coalition entre les macronistes et l'extrême droite pour empêcher qu'un tel vote puisse intervenir dans le cadre du débat budgétaire. Admettez-le, je ne fais qu'énoncer des faits, une obsession du gouvernement à vouloir mener la même politique. Je pense qu'il faut regarder ce qui se passe dans l'hémicycle en ce moment. Vraiment, c'est faux ce que vous dites. Ce que vous dites a une réalité. Vous avez abrogé la réforme des retraites. Je vais vous expliquer. Mais elle a été suspendue la semaine dernière, vous rigolez ou quoi ? Elle n'a pas été abrogée. Non, mais vous plaisantez. Elle n'a pas été abrogée, Madame Thévenot. Moi, je veux bien qu'on se dise plein de choses. Elle a été décalée de 3 mois. Je vais répondre maintenant parce que c'est important aussi de rétablir des faits. Surtout en ce moment, quand il y a une vague de fake news qui s'abat sur l'Europe, on peut débattre de beaucoup de choses, mais en s'appuyant sur ce qui se passe réellement. C'est exactement ce que j'ai fait. Non, c'est faux. Si. La suspension est à mon grand, et pas pour mon plus grand bonheur. La réforme des retraites a été suspendue, décalée de 3 mois. Oui, non, elle a été arrêtée. Elle a été abandonnée. Et elle a créé beaucoup de divisions dans le socle commun aussi. Donc maintenant, à un moment, il faut aussi reconnaître, quand la gauche arrive à avoir des victoires, avec le gouvernement actuel d'ailleurs, contre l'ancienne majorité, ayez au moins l'honnêteté, non pas d'applaudir, ça je vous le concède, mais au moins de sourire et de reconnaître ce qui a été fait. Je souris. Ensuite, sur le sujet de la taxe Zuckman, au-delà de la taxe Zuckman, ce qu'il y a, c'est qu'il y a les taxes et encore des taxes. C'est vrai que nous, dans notre famille politique, avec Gabriel Attal, nous sommes contre augmenter en permanence les taxes et au contraire, on veut desserrer la pression fiscale sur la France. Si on était le Panama en France, ça se saurait. Je ne crois pas. Et c'est vrai que la gauche a réussi à avoir dans sa négociation de compromis avec le gouvernement actuel un certain nombre de propositions de nouvelles taxes. Est-ce qu'on y est favorable, nous ? Non. Pourtant, est-ce que ça a été voté ? Oui. Juste, certains politiciens européens, justement, acceptent les programmes d'autres partis tant que cela n'enfreint pas leur ligne rouge. Et Sébastien Lecornu, actuel Premier ministre, l'a lui-même dit. Il a parlé d'une révolution tranquille, celle de ne pas demander à l'autre d'appliquer l'intégralité de son propre programme comme s'il avait la majorité. Vous la comprenez comment, cette phrase ? Lecornu est sans doute un peu plus intelligent que ses 2 prédécesseurs. Simplement, ce que je constate, c'est que malgré un certain nombre de concessions, c'est vrai, c'est la même politique économique qui se poursuit. C'est la même politique économique qui je voulais revenir sur un mot. Oui. J'entends Mme Thévenot nous dire avec vous, c'est taxe. Ah non, et expropriation aussi, pardon. Je n'admets pas ça. La réalité, c'est que le gouvernement macroniste n'a pas cessé de taxer les Français. Moi, ce que je dis, c'est que nous avons besoin dans notre pays d'une meilleure répartition des richesses. Évidemment qu'il faut baisser les impôts sur les classes populaires et les classes moyennes. Moi, je suis favorable à la baisse de l'impôt sur le revenu pour les classes moyennes, évidemment. En revanche, ce qui est insupportable, c'est de voir dans notre pays, qui en Europe, c'est vrai, était un pays un peu atypique, avec un modèle social fort, avec un fort attachement aux valeurs d'égalité, voir les inégalités sociales exploser depuis 8 ans maintenant. Ça veut dire quoi changer de modèle aujourd'hui ? Puisque justement, Yann vous dit que ça ne change pas, que les premiers ministres sont les mêmes. Non, ce qu'il me dit surtout, c'est encore des choses fausses. Je suis désolée, il faut arrêter un moment. On peut parler des inégalités, ça oui, on peut en parler largement et avoir un débat de fond idéologique dessus. Mais de dire que depuis 8 ans, nous avons participé, nous, avec ma famille politique, à augmenter les impôts, pardon, c'est factuellement faux. Nous avons baissé l'impôt sur les sociétés. Vous n'êtes pas d'accord ? Sur l'énergie. Non, je vous ai écouté vraiment patiemment. Ah oui, l'impôt sur les sociétés, ça c'est sûr. Bon, je vais vous écouter patiemment. Je sais que la gauche n'aime pas que les autres familles politiques parlent, mais je vais le faire. Mais si, je bois vos paroles. Et donc, merci.
On est en démocratie, si chacun parle. Exactement. Et donc, nous avons baissé l'impôt sur les sociétés. Pourquoi? Pour aussi permettre de la marge de manœuvre et faire en sorte que celles et ceux qui créent de l'emploi, créent de la valeur pour pouvoir la redistribuer, puissent être à l'aise en France pour le faire. Nous avons aussi baissé la pression fiscale sur les foyers français. Nous avons baissé les premières tranches de l'impôt sur le revenu, justement. Les premières tranches de l'impôt sur le revenu. On parlera de revenus, de dettes. Après, je vous arrête là tout de suite parce que vous avez déjà exposé vos points de vue. Et maintenant que les esprits sont un peu échauffés, il est temps d'approfondir le débat. Alors, dans cette deuxième partie d'émission, nous allons entrer dans le vif du sujet et confronter les idées. Nos invités vont se poser des questions entre l'occasion d'un échange direct à l'image de ce qui se passe dans vos hémicycles respectifs. Alors, commençons. Madame Prisca-Thévenot, c'est à vous. Vous parliez très précisément, Monsieur Brossat, tout à l'heure de la réforme des retraites de 2023. Vous avez raison, elle a été suspendue, abrogée, décalée. Bref, elle n'existe plus aujourd'hui du fait du vote à l'Assemblée nationale que, à mon avis, vous allez confirmer ou pas dans votre hémicycle au Sénat. À voir. Ça, je vous laisse la capacité de le faire ou pas. La question est plutôt de savoir comment on fait pour avoir un système universel, c'est-à-dire chaque euro cotisé offre les mêmes droits à tous les travailleurs de France, quel que soit leur métier. Qu'en pensez-vous ? Nous avons en France un modèle de retraite par répartition, vous l'avez très justement dit. C'est un modèle qui fait qu'en France, on a 10% de retraités pauvres, quand on en a 15% en moyenne au sein de l'Union européenne. On en a 20% de retraités pauvres en Allemagne, qui a promu la capitalisation. On en a 30% aux États-Unis. C'est-à-dire que la France est l'un des pays de l'Union européenne, l'un des pays du monde dans lequel nous avons le taux de retraités pauvres le plus bas. Pourquoi ? Précisément parce que nous avons ce système de retraite par répartition qui est un système juste et qui est un système fondé sur la solidarité. Alors 10% de retraités pauvres, c'est trop et j'aimerais évidemment qu'il n'y en ait pas. Mais enfin, en tout cas, nous avons un système qui est performant, beaucoup plus performant que tous nos voisins européens. Longtemps, l'Europe a envié notre modèle social. Je pense que ce modèle social, il faut en être fier et il faut le renforcer, certainement pas le tuer comme vous le proposez. Yann Brossat, je propose que vous posiez votre question à Prisca-Thévenot maintenant. Oui, vous m'avez posé une question tout à fait intéressante. Tout à l'heure, vous me demandiez si en France, on est capable de consensus. Ma question est très simple. Quand est-ce qu'enfin, ces aides publiques aux entreprises seront soumises à contrepartie ? Vous êtes une entreprise, vous touchez des aides publiques. Prisca-Thévenot, vous pouvez répondre. Vous touchez des aides publiques. En échange, il faut qu'il y ait de l'emploi, il faut qu'il y ait des salaires, il faut qu'il y ait de l'investissement. Répondez maintenant. Dans l'outil productif. Ça me paraît être du bon sens. En tout cas, ça a réuni des sénateurs de gauche et de droite. On vous a entendu. Vous pouvez répondre. Alors, sur ce point très précis du rapport sénatorial, mon collègue Paul Midi vous a répondu dans l'enceinte de l'Assemblée nationale en expliquant que si le chiffre était juste, l'ensemble des agrégations qui ont été mises ensemble pour avoir ce chiffre posait à discussion, notamment sur les externalités externes de ce chiffre. Vous dites, on a l'impression que tous les mois, toutes les semaines, tous les jours, l'État français fait des chèques aux entreprises. Non, il y a des exonérations de charges. Parce que oui, il y a énormément... Ça, c'est 70 milliards, non, vraiment, c'est pas je vous ai 211. écouté, M. Brossat, c'est désagréable, c'est pas cool. Mais c'est pas vrai. Oui, mais c'est vrai que vous me coupez la parole. Allez-y. Donc, il y a des exonérations de charges extrêmement fortes, des charges extrêmement fortes sur nos entreprises. Donc, il faut qu'on puisse les libérer pour pouvoir créer un truc qui vous échappe, qui s'appelle de l'emploi. L'emploi est important dans notre pays pour permettre aux gens de vivre pleinement de leur travail, permettre par exemple aux femmes d'être libres dans notre pays économiquement, permettre aussi de créer de la valeur qui pourra servir à quelque chose qui, à mon avis, doit vous parler, qui s'appelle la redistribution. Parce que sans le cœur du sujet, qui est l'emploi, on ne crée aucune richesse et donc on ne la redistribue pas. Et donc c'est ça aujourd'hui qui est un problème, c'est que la gauche dans notre pays, mais dans sa globalité, la gauche, vous pourrez l'appeler comme vous voulez, le Parti socialiste, le Parti communiste, la France insoumise, considère l'ennemi public numéro 1 en France étant comme l'entreprise, l'entrepreneuriat. Et en parallèle, il nous dit il faut avoir toujours plus de cotisations, toujours plus de capacité de richesse pour pouvoir la redistribuer, mais il tape en permanence toute la journée sur celles et ceux qui créent. Et donc ça, il va falloir aussi un moment se remettre en capacité d'arrêter de considérer qu'il y aura un mal absolu dans notre pays, celles et ceux qui créent de la richesse. En revanche, ce qu'il faut pouvoir regarder, c'est la redistribution de cette richesse. Mais pour pouvoir avoir ce sujet-là, il faut arrêter de taper sur celles et ceux qui la créent. Moi, je vous arrête un instant parce que je vois que la question de la réforme des retraites, en règle générale, des aides publiques aux entreprises, ce sont vraiment des sujets qui sont très en débat aujourd'hui et qui peut-être vont créer un nouveau modèle. Et justement, on vous arrête là pour passer à la déclaration qui a fait les gros titres cette semaine.
Alors, le journaliste et auteur Alain Duhamel a écrit dans Le Monde en septembre « Nous vivons à la fois une crise de régime et une crise de société. Le rejet par les Français des institutions, des partis et des responsables politiques atteint un niveau inédit, avec la tentation très préoccupante à mes yeux de remplacer la démocratie représentative par la démocratie d'opinion ». Alors, on en a un petit peu parlé dans cette première partie. Quand vous entendez cela, Yann Brossat, justement, ainsi qu'un récent sondage du Cevipof qui dit que les partis politiques n'inspirent confiance qu'à 10% de sondés et que la confiance s'établit péniblement à 20% pour les députés, n'est-il pas le moment de changer sa façon de faire de la politique ? Si, sans doute, mais je pense que ce qui est au cœur de la difficulté... mais quand vous dites si, sans doute, ça veut dire quoi, justement ? Ça veut dire que ce que je ressens au fond, c'est que les Français votent et ils ont le sentiment que ça ne change jamais. Et j'évoquais les dernières élections législatives... Mais est-ce que vous pensez que vous pouvez changer ? J'évoquais les dernières élections législatives, ça remonte à plus loin. On est ici sur une émission qui parle de l'Europe. Lorsque les Français ont voté contre le traité constitutionnel européen en 2005, ils l'ont fait par référendum. Ils se sont mobilisés massivement. Ils se sont intéressés à ce scrutin. Derrière, on leur a imposé cette même constitution européenne via le traité de Lisbonne. C'est-à-dire que les Français votent et en réalité, on leur impose la continuation de la même politique. Ils veulent le changement, on leur impose la continuité. Comment voulez-vous, dans ce cadre-là, que les Français aient confiance en la politique ? Donc, le sujet, c'est plutôt comment on redonne du pouvoir aux Français, comment enfin on respecte cette volonté de changement qu'ils expriment, par des votes d'ailleurs parfois assez différents, parfois assez contradictoires, mais en tout cas, une chose est sûre, ils ne veulent pas que ça continue comme avant. Or, de fait, ils votent et tout continue comme avant. Et ça, à mon sens, c'est ce qui est au cœur de la crise. Comment est-ce qu'on redonne le pouvoir aux Français ? Quand vous dites ça, ça me semble encore très abstrait, puisqu'on dit qu'il faut changer tout le temps, mais qu'est-ce qu'il faut changer dans sa façon justement de faire ? Si vous permettez du coup que je vous réponde. Non, de faire la politique. Je vous rappelle, on vous repose des questions après, mais c'est important parce que... En fait, le pouvoir est déjà dans la main des Françaises et des Français, surtout dans une démocratie comme la nôtre. Je pense qu'il est important de le rappeler. On ne peut pas passer notre temps, en tout cas nous en tant que responsables politiques, à être élus, en tout cas pour ma part, mais vous aussi à Paris, au suffrage universel direct, et expliquer que la démocratie ne fonctionne pas dans notre pays. En revanche, il y a un vrai sujet vis-à-vis des partis politiques. Les Français ne font presque plus confiance aux partis politiques en France. Pourquoi ? Et ça, on peut le comprendre largement. Parce qu'en permanence, au gré des sondages, au gré des opinions, eh bien, les uns et les autres changent d'avis. Les lignes idéologiques deviennent floues et commencent à bouger. Un exemple. L'extrême droite, on n'en parle pas depuis tout à l'heure, mais je pense qu'il faut en parler en France et notamment en Europe parce qu'on voit qu'il y a une vague extrêmement forte. Eh bien, elle nous dit toute la journée qu'elle veut défendre les entreprises, défendre l'entrepreneuriat, défendre le travailleur. Et puis quand on les voit en fait aux manettes, notamment à l'Assemblée nationale, eh bien, ils font tout autre chose. Ils ont plutôt d'ailleurs un programme économique plus proche de la gauche que d'un monde libéral. À l'inverse, la gauche aussi dans sa capacité nous dit toute la journée, et c'est vrai, je le dis assez simplement, j'avais un papa communiste. Donc je peux aller assez tranquillement dessus, qu'ils défendent les travailleurs. Mais comment on défend les travailleurs en tapant toute la journée sur les entreprises ? Pardon, mais sans entreprise, pas de travailleurs. Sans entreprise, pas de salaire. Sans entreprise, pas de richesse et donc pas de redistribution. Et donc c'est ça qui finit par agacer, parce qu'on a fini par avoir... Les Français nous demandaient un combat d'idées. C'est pour ça qu'on a une Assemblée nationale si diversifiée. Oui, mais du coup, quand on revient et en fait, on a une querelle d'ego, de bons petits hommes. Oui, mais quand on revient sur les partis, justement, est-ce que c'est pas l'attachement aux partis qui pose problème aujourd'hui ? Est-ce que les partis, en fait, finalement, on ne devrait peut-être pas s'en débarrasser tout simplement ? Mais bien sûr que non. Un parti, c'est un endroit où on réfléchit, où on est en capacité de proposer des choses et on est sur une capacité à avoir une vision très lisible de l'idéologie. Moi, je vous le dis assez simplement. Est-ce que ma position a changé sur l'Europe depuis 10 ans ? Non. Est-ce que ma position a changé sur la capacité à soutenir les forces créatrices de notre pays, les entreprises, les entrepreneurs ? Non. Est-ce que ma vision a changé sur l'enjeu du modèle laïque dans notre pays ? Non. Et c'est ça qui est important. Ensuite, est-ce que oui, depuis quelque temps, et notamment avec le compromis voulu en ce moment dans notre pays, eh bien, il y a des choses sur lesquelles on est en train de revenir et qui mettent en difficulté ce qu'on a fait, nous, depuis 8 ans, oui, mais pour autant, je ne change pas d'avis. Je reste constante et stable. Ce que je vois, c'est que vous êtes tous les deux d'accord pour dire qu'il faut changer sa façon de faire de la politique. Peut-être pas les partis, mais en tout cas, sa façon d'être aujourd'hui un député ou un sénateur. Je vous arrête donc là, parce que nous continuons sur 8 minutes de débat percutant sur cette crise politique inédite en France. À tout à l'heure.
Ravi de vous retrouver sur le plateau de The Ring. Nous sommes sur les Champs-Élysées à la Maison de l'Alsace. Sur The Ring, on amène les grands débats européens jusque dans votre salon et sur vos tablettes. Alors, ces débats ne se tiennent pas seulement en séance plénière, ils sont aussi dans la rue. Nous avons donc choisi un sondage de l'Institut Odoxa pour la Fondation IFRAP qui date de septembre sur les préoccupations des Français vis-à-vis de la dette. On voit dans ce sondage que 77% des Français sont inquiets devant l'ampleur de la dette. Et si on regarde plus en détail, ce sont 6 Français sur 10 qui pensent même que notre dette publique fait de la France un pays proche de la faillite. Et 82% de Français souhaitent une baisse des dépenses publiques plutôt que de voir augmenter leurs impôts. Alors le risque de faillite existe-t-il vraiment, Yann Brossard ? Mais d'abord, excusez-moi, un sondage commandé par la Fondation IFRAP, enfin sérieusement, soyez un peu rigoureux. On parle d'une fondation ultralibérale, présidée par Madame Agnès Verdier-Molinier, qui n'a aucune compétence. Non, mais excusez-moi. Ce qu'on voit dans les sondages en règle générale, c'est souvent des pourcentages qu'on retrouve dans d'autres sondages. Oui, bien sûr. Je connais très bien le fonctionnement des sondages et des instituts de sondage. Et vous aussi. Je pense que vous n'avez pas la naïveté de penser que tout ça est d'une objectivité absolue. Et donc, en l'occurrence, un sondage commandé par la Fondation IFRAP, je rigole. Mais Yann Brossard, la question, c'est moins le sondage que... Oui, mais madame, il y a une inquiétude. Oui, bien sûr. Moi, j'ai des d'autres Français. Sondages, madame. Moi, j'ai d'autres sondages qui disent, par exemple, que les Français sont favorables à la taxe Zuckman. Vous voyez, oui, mais les à Français, 80%. Pardon. Donc, voyez, mais les Français sont inquiets d'une faillite potentielle de la France aujourd'hui. C'est ça la vérité. Est-ce que vous pouvez répondre à cette question ? Mais donc, voyez le ridicule. C'est-à-dire qu'on nous donne un sondage qu'on va monter en épingle, commandé par IFRAP. Cette fondation, je le redis, ultralibérale, qui dit les Français veulent moins de dépenses publiques. Vous croyez sérieusement que les Français veulent moins d'hôpital public ? Vous croyez sérieusement que les Français veulent moins d'écoles publiques ? Vous croyez sérieusement que les Français veulent moins de policiers ? Évidemment non. Donc la question qu'on doit se poser, c'est la question de la répartition des richesses. Comment on fait en sorte qu'on ait dans notre pays moins d'inégalités sociales et qu'on ait des services publics qui fonctionnent ? Une fois de plus, on est sur une chaîne européenne. Longtemps, la France, c'était un pays qui, partout à travers l'Europe, pouvait témoigner avec fierté de la force de son modèle social. Eh bien moi, je me refuse à l'idée que la France brade son modèle social, ce à quoi nous avons assisté depuis 8 ans, simplement pour répondre à un certain nombre d'injonctions de fondations ultralibérales. Justement, je rebondis sur ce que vous dites, et Prisca Thévenot, vous parlez du modèle social français. Le modèle social français, il s'essouffle aujourd'hui, d'après ce qu'on voit dans tous les sondages. Parce qu'il a été fragilisé. Prisca Thévenot, justement, oui, mais vous pouvez pas me faire des objections sans me permettre d'y répondre. Vous parliez, vous, de changement de modèle, justement, sur la protection sociale. On sait que la France dépense énormément d'argent à la protection sociale, plus même que les autres pays européens. Alors, qu'est-ce qu'il faut changer, justement ? Il y a une belle propagande là, quand même. C'est waouh, je ne pensais pas que ce serait à ce point-là, parce que là, en réalité, vous avez tous les clichés ultra-libéraux sur la France. Enfin, vous êtes caricatural, madame, je m'excuse de vous le dire. Je préférerais que Prisca Thévenot réponde. C'est compliqué. Je le redis sur notre modèle démocratique et la beauté de notre pays. Nous avons une démocratie qui fonctionne bien parce que nous respectons les différentes institutions de notre pays. Et une des institutions, c'est la presse aussi. Donc je pense qu'il faut aussi ne pas virer dans le complotisme. Laissez ça à l'extrême droite, monsieur Brossard. C'est bien. Et vous acquiescez, c'est bien. On a vraiment le système qui s'auto-entretient de la manière la plus caricaturale qui soit. Non mais excusez-moi, on n'est pas sur CNews ici. Non, on n'est pas sur CNews. Pas n'importe mais quoi. J'aimerais, s'il vous plaît, qu'on revienne à la question qui était intéressante de la préoccupation des Français, parce que je crois que c'était ça la question initiale. La préoccupation des Français aujourd'hui, c'est la dette. Et bien sûr, c'est la dette. Vous croyez que tous les matins, quand vous sortez dans la rue, quand vous faites un marché, les gens vous parlent que de la dette. Les gens vous parlent pas du pouvoir d'achat. C'est votre opinion. Les gens vous parlent pas du budget. Écoutez, monsieur Brossard. Non, mais franchement, arrêtez. Est-ce qu'on peut parler aussi ? Ça suffit un moment. Non, c'est pas drôle. Mais vous êtes deux, du coup, c'est mais on un n'est peu, pas deux. Madame est journaliste, je suis responsable politique. Et arrêtez avec votre succès de système. Franchement, vous faites le jeu de l'extrême droite en faisant ça. Une fois que ça s'est dit, oui, les gens sont très préoccupés par le niveau d'endettement de notre pays. Et d'ailleurs, vous devriez être préoccupés, vous, en tant que sénateur. Vous êtes certes sénateur. Je ne vais pas m'arrêter de parler. Et si vous voulez continuer à parler sur moi, vous pouvez continuer. Vous avez augmenté la dette de 1000 milliards d'euros. Vous êtes certes sénateur, mais vous êtes aussi conseiller de Paris. Là, nous sommes en plein cœur de Paris, une capitale européenne extrêmement importante. Nous sommes une ville magnifique. Oui, sur les Champs-Élysées, vous dites que c'est une ville importante, mais regardez ce qui se passe derrière les bureaux. Regardez ce qui se passe derrière les murs de cette ville.
Vous avez endetté comme jamais cette ville. Vous l'avez endetté comme jamais, fois 2 le niveau d'endettement. Est-ce qu'il y a plus de protection de la police? Non. Est-ce qu'il y a plus de services publics? Non. Est-ce qu'il y a plus de propreté? Non. En revanche, c'est vrai que nous avons un niveau d'endettement extrêmement important au niveau national. Et il faut réfléchir pourquoi. Parce que nous avons vécu des crises aussi. Et ces crises, eh bien, on aurait pu décider, comme certains le voulaient, ne rien faire. Et laisser effectivement les Françaises et les Français sombrer à ce moment-là. Eh bien, nous avons fait un autre choix. On peut le contester, mais nous avons fait un autre choix. Celle, eh bien, de nationaliser une partie des salaires pendant cette période-là. Celle d'investir massivement dans la recherche. Celle de faire en sorte que notre système économique ne tombe pas. Et donc, forcément, à un moment, eh bien, il faut revenir à un principe d'en finir avec le quoi qu'il en coûte. Et donc, oui, je suis d'accord avec le sondage qui a été mis en place. Et je vais vous le dire, vous avez raison, on n'a pas besoin de sondage. On le sait, les Français veulent moins de dépenses. Ça ne veut pas dire moins d'investissement, mais moins de dépenses. On voit évidemment dans ces débats que tout n'est pas noir ou blanc ou l'est-il. Maintenant, je vais vous proposer une série de questions. Justement, on en parlait déjà en première partie d'émission, mais l'avenir de la France, finalement, vous inquiète-t-il, Yann Brossat? Oui, mais malgré tout, je suis confiant dans mon pays. Prisca Thévenot? Non, et nous devons continuer à faire en sorte qu'il ne soit pas inquiétant. Alors, la France aura-t-elle un budget le 31 décembre, qui est évidemment la date butoir pour voter le budget, Yann Brossat? Oui, parce que même s'il n'était pas voté, le gouvernement a plein de moyens d'imposer un budget pour le pays. De toute façon, le pays a besoin d'un budget, donc oui, évidemment, ce sera le cas. Prisca? Oui, en espérant que la contrepartie, ce ne soit pas une pression fiscale augmentée par la gauche. Y a-t-il, évidemment, on caricature, mais y a-t-il un risque de shutdown comme aux États-Unis où l'État ne peut plus payer ses fonctionnaires? Évidemment non, et vous le savez en posant votre question. Non. Alors la Ve République vit-elle ses dernières heures, Yann Brossat? Peut-être, mais en réalité, quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose. La question est de savoir par quoi il faut la remplacer, quelles sont les nouvelles institutions qu'il faudrait créer, qui précisément donnent plus de pouvoir au peuple. Je pense qu'il faut pouvoir dépoussiérer notre Constitution pour mieux la protéger. On ne peut pas fonctionner aujourd'hui sur un modèle qui est appuyé sur un système de 1945 avec tous les sujets qu'on peut voir aujourd'hui. Est-ce que Prisca Thévenot vous a convaincu? De quoi? Il n'a pas écouté parce qu'il a beaucoup parlé. Si, j'ai écouté avec beaucoup d'attention, mais je ne vois pas bien de quoi vous voulez parler en l'occurrence. Moi, je vous ai en revanche beaucoup écouté. Et s'il y a un sujet sur lequel normalement on devrait pouvoir travailler, alors même si on n'est pas d'accord sur les modalités pour y aller, c'est lutter contre les inégalités de destin dans notre pays. Et le débat n'était pas assez long pour qu'on puisse le faire, mais j'espère qu'on pourra en avoir d'autres. Oui, effectivement, le débat pourrait encore durer des heures. Vous pouvez participer aussi à la discussion en nous écrivant à thering@euronews.com ou via nos réseaux sociaux. Merci encore à nos invités cette semaine et merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur Euronews.